Au début de cette série de webcasts, on avait utilisé Yo pour générer tout le squelette de l'application. Donc, on avait utilisé ce qu'on appelle un générateur et on avait choisi ce générateur qui utilise Angular et Angular Material. Avec Yo, on a aussi une notion de sous-générateur. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser après avoir créé la structure initiale du projet pour rajouter des éléments. Donc, les sous-générateurs qu'on va trouver vont toujours dépendre du générateur particulier. Il y a certains générateurs simples qui n'ont pas de sous-générateur, d'autres qui en ont une dizaine. Dans le cas particulier, on voit qu'on a deux sous-générateurs, un pour créer un nouveau module et un pour créer une directive. Alors, on va ici utiliser le sous-générateur pour créer un module et on va voir que de nouveau ça va nous permettre de mettre en pratique, d'appliquer une partie des recommandations de John Papa dans son Style Guide. Donc, je vais d'abord faire la manipulation. Je viens dans la racine de mon projet. Je fais mon yo ang m module. Il va me demander un nom sur mon module. Donc, imaginons que j'ai une application qui me permette de gérer des étudiants. Donc, je vais appeler mon module Students. Et puis, il me demande après, est-ce que je veux un contrôleur, est-ce que je veux une route, est-ce que je veux une vue et un service pour ce module. Je vais prendre toutes ces options. Et puis, il me demande après, est-ce que je veux mettre à jour le fichier principal, enfin les fichiers principaux, et je vais effectivement dire oui. Donc, si je regarde ou si je reviens dans mon IDE, on va voir que j'ai ce nouveau dossier qui a été créé, où j'ai un ensemble de composants qui ont été rajoutés. Et puis si j'allais regarder, si je vais regarder dans le code de app.js, on voit maintenant que quand on déclare le module principal de notre application, on a rajouté une dépendance sur Students. Comme il y a des fichiers qui ont été rajoutés, en principe, notre pipeline Grunt a détecté les changements, a mis à jour les fichiers, les assets web, et si je reviens dans mon navigateur, en principe, alors quand c'est un changement comme ça, il va falloir relancer l'application. Quand on a des changements plus petits, ils sont pris en compte, mais là visiblement il y a quelque chose qui a perturbé le système. Donc là je retrouve mon application, j'ai la même chose qu'avant, sauf que j'ai ce menu Students qui arrive et puis j'ai du contenu de base. C'est dans cette partie que je vais pouvoir maintenant construire mon interface utilisateur. Si je reviens dans le Style Guide, il y a deux parties qui sont intéressantes. Cette première partie ici sur les principes lift sur la structure d'une application, c'est là où John va vous expliquer pourquoi c'est bien de séparer votre code en plusieurs fichiers, de garder des fichiers qui sont assez courts et ce genre de choses. Et puis, vous avez après des choix que vous pouvez faire, que vous devez faire quand vous structurez votre application. Donc finalement, quand j'ai toute une série de fichiers sources, comment est-ce que je vais faire mon arborescence de répertoire plus ou moins profonde? Et puis, comment est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais mettre dans ces différents fichiers JavaScript? Ce qui se faisait au début
avec les premières versions de Angular, ce que beaucoup de développeurs faisaient, c'est qu'ils structuraient leur répertoire par type de composant. J'avais un dossier qui contenait tous les contrôleurs, un dossier qui contenait toutes les directives, un dossier qui contenait tous les services. On a pas mal de développeurs qui en fait avaient un fichier qui s'appelait contrôleur et à l'intérieur ils avaient l'ensemble de ce code ici. Donc ça c'est une façon de faire mais c'est vraiment pas recommandé. Ce qui est recommandé c'est d'avoir une structuration par fonctionnalité. J'ai une partie de l'application qui me permet de gérer des étudiants, ben, je vais avoir un dossier students et puis à l'intérieur, je vais trouver le service, le contrôleur, le template qui sont liés à cette fonctionnalité. Donc d'avoir cette façon de faire, ça va faciliter la navigation dans le code et puis ça va aussi faciliter l'extraction de fonctionnalités. Si vous avez par exemple à un moment donné envie d'extraire cette fonctionnalité pour pouvoir la partager et la réutiliser dans d'autres applications, c'est plus facile si vous avez adopté cette structure ici. Donc ce qu'on voit c'est que en ayant appliqué le sous-générateur Yeoman, j'ai créé mon nouveau module, et bien on peut aller regarder ce qu'on a dans ces différents fichiers. Students.html, ben là on voit assez vite que on a le contenu de cette zone ici. D'accord? Donc si je rajoute ici modified, que j'enregistre et que je reload, on voit que le changement il est fait. Donc ça va être quelque chose que je vais charger. Ce qui est intéressant, c'est que ce template ici, il est chargé dynamiquement. Hein, donc il est sur mon file server et il est chargé quand j'en ai besoin, c'est-à-dire que c'est au moment où j'ai cliqué sur ce menu que le template a été chargé et injecté au bon endroit dans la page. J'ai le contrôleur. Donc le contrôleur, c'est ce qui va finalement me permettre d'accéder à des services éventuellement et qui va me donner accès à des données. On retrouve ici la bonne pratique qu'on avait vue dans le webcast précédent où on définit la liste des dépendances, mais en l'occurrence c'est un contrôleur qui n'a pas encore de code, donc qui n'utilise encore aucun service, donc il n'a aucune dépendance. Mais notre sous-générateur a déjà produit la ligne, ce qui fait que si tout à coup j'ai envie d'utiliser le service $HTTP par exemple, ben, je vais le rajouter ici pour pouvoir l'utiliser ici. Si je viens dans le fichier route ici, ce code ici, c'est du code qui est spécifique à UIRouter. Ce code ici, c'est ce qui définit, c'est ce qui spécifie ce qui va se passer quand l'utilisateur accède à cette URL. Si l'utilisateur accède à /students, alors on va utiliser ce template, on va utiliser ce contrôleur et on va pouvoir référencer ce contrôleur avec la variable VM. Autrement dit, quand je serai dans le template, si j'avais des données, si j'avais des variables qui étaient mises à disposition par le contrôleur, je pourrais ici faire un VM point. On verra un exemple de ça après. Donc la route ici, c'est ce qui fait vraiment le lien entre tout, entre le template, le contrôleur et puis les actions
de l'utilisateur. Quand on utilise UI Router, on a cette notion d'état. On a vraiment cette idée que mon application, elle est définie par un nombre d'états et l'utilisateur, en fonction des clics qu'il va faire, en fonction des actions qu'il va faire, il va se déplacer d'un état à l'autre. Student Service, eh bien, c'est un service qui va faire des choses, fournir des données au contrôleur. Il faut faire attention, en tout cas c'est une bonne pratique de garder les contrôleurs assez courts. Vous ne devriez pas accéder à des API REST, vous ne devriez pas avoir de la logique très compliquée dans des contrôleurs. Si vous avez besoin de la logique, si vous avez besoin d'accès à des services, faites-le dans des services et ensuite vous injectez les services dans les contrôleurs. Moi ici, j'ai mon service et de nouveau, je vais avoir une dépendance. Alors ce code-là, il est à prendre un peu avec des pincettes, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de services qui utilisent $HTTP. $HTTP, c'est un service standard qui est fourni par le framework Angular qu'on peut utiliser pour faire des appels sur des API REST. Et donc, c'est pour ça que dans leur template, ils disent, ben voilà, on a une dépendance sur $HTTP, on utilise cette dépendance. Mais si votre service ne fait que fournir des données, vous allez supprimer cette partie ici. Donc on a vu la route, on a vu le service, on a vu le contrôleur, on a vu le template, et puis ce qu'on avait vu avant, c'est le module. Donc ici, j'ai la déclaration du module. Je définis un nouveau module que j'appelle Students. Il n'a aucune dépendance sur d'autres modules. Et puis d'avoir fait ça, ça me permet de dire, ben, mon module applicatif principal, lui, il a une dépendance sur Student. Là, j'ai pas utilisé une très bonne pratique, c'est-à-dire que vous voyez, j'ai utilisé des noms standards. Donc, si j'avais un autre développeur qui me mettait à disposition une librairie, il y aurait possibilité d'avoir une collision de nommage. C'est pour ça que quand on écrit des modules, surtout si on écrit des librairies, c'est bien d'avoir un préfixe unique. Vous avez ici UI.bootstrap, vous avez ngMaterial, vous avez ngCookie. Donc ça aurait été pas mal quand j'ai donné un nom à mon students de faire par exemple tweb students pour créer un espace de nommage. Voilà, alors on a regardé cette partie-là. Ce qu'on fera dans le prochain webcast, eh bien on ira regarder les fichiers équivalents et on va commencer à regarder comment on peut vraiment mettre à disposition des données depuis les services, via les contrôleurs jusqu'au template.